Quand mon mari est décédé, son patron millionnaire m'a appelé. Madame, j'ai trouvé quelque chose. Venez à mon bureau tout de suite. Ne dites rien à votre fils ou à votre belle-fille. Vous pourriez être en danger. Quand je suis arrivé, je me suis figé en voyant qui était à la porte. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez de quelle ville vous me regardez. De cette façon, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais pensé qu'après 45 ans de mariage, je me sentirais comme une étrangère dans ma propre vie. Mais j'étais là, assise au premier rang à l'enterrement d'Elia, pendant que mon fils Marcus et ma belle-fille, Kira, prenaient toutes les décisions comme si je n'existais pas. Maman, laisse-nous faire. Contente-toi de rester calme, m'avait dit Marcus ce matin-là avec cette voix condescendante qu'il avait développée au cours des dernières années. Kira hochait la tête à côté de lui avec ce faux sourire que je ne connaissais que trop bien. Je suis restée silencieuse parce que je n'avais pas la force de me battre. Elia était mort d'une crise cardiaque 3 jours plus tôt, si soudainement que je n'arrivais toujours pas à le réaliser pleinement. Un instant, il prenait son petit déjeuner avec moi, parlant du jardin qu'il voulait planter au printemps, et l'instant d'après, je le trouvais effondré dans le garage. J'observais les gens qui remplissaient l'église communautaire, les collègues d'Elia, les voisins, quelques parents éloignés. Tout le monde s'approchait de Marcus et Kira pour présenter ses condoléances, comme si c'était eux qui étaient veufs. J'étais juste une vieille femme de 68 ans qui devait être protégée du traumatisme. Grand-mère est très fragile, ai-je entendu Kira murmurer à quelqu'un. Marcus et moi nous occupons de tout. Fragile. Ce mot faisait plus mal que n'importe quelle condoléance vide de sens. Elia ne m'a jamais vu comme fragile. Pour lui, j'étais Lena, sa partenaire, son égale. Mais depuis que Marcus a épousé Kira il y a 5 ans, tout avait progressivement changé. Pendant le service, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Marcus semblait plus soulagé qu'affligé. Chaque fois que quelqu'un s'approchait pour le consoler, il répondait avec un sang-froid qui frisait l'indifférence. Kira, de son côté, avait les larmes aux yeux, mais quelque chose dans son expression semblait calculé, comme si elle jouait la comédie. Après l'enterrement, à la maison qu'Elia et moi avions partagée pendant tant d'années, les gens se sont rassemblés pour le déjeuner que Kira avait organisé. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre, regardant ma belle-fille tout dirigée comme si c'était sa propre maison. Lena, tu devrais aller te reposer, a suggéré Kira en s'approchant de moi avec une tasse de thé que je n'avais pas demandé. La journée a été très longue pour toi. Je suis bien ici, ai-je répondu, mais ma voix semblait plus faible que je ne le voulais. Marcus est venu s'asseoir sur le canapé en face de moi. Maman, Kira et moi avons discuté. Nous ne pensons pas que tu devrais rester seule dans cette maison. Elle est trop grande pour toi, et après ce qui est arrivé à papa. Mon sang s'est glacé. De quoi parles-tu? Eh bien, a poursuivi Marcus en échangeant un regard avec Kira. Il y a de très belles résidences pour personnes âgées où tu serais plus en sécurité, avec des gens de ton âge, des activités. Je ne vais dans aucune maison de retraite, ai-je dit, sentant l'indignation me donner une force que je ne savais pas que j'avais. Kira s'est assise à côté de moi, me prenant la main avec une douceur que je trouvais insupportable. Ce n'est pas une maison de retraite, Lena. Ce sont des résidences élégantes pour personnes âgées, et nous pourrions te rendre visite tous les week-ends. C'est ma maison, ai-je marmonné, mais je sentais déjà ma détermination s'effriter sous leurs regards apitoyés. La conversation a été interrompue par la sonnerie du téléphone. Marcus s'est levé pour répondre, et j'entendais sa voix depuis la cuisine, mais pas les mots exacts. Quand il est revenu, son expression avait changé. C'était quelqu'un du bureau de papa. A-t-il dit, l'air agacé. Il voulait te parler de paperasse. Quelle paperasse, ai-je demandé. Je ne sais pas. Je lui ai dit que tu n'étais pas disposé, qu'il pouvait tout arranger avec moi. Quelque chose dans son ton m'a dérangé. Marcus, ton père a travaillé dans cette entreprise pendant 30 ans. S'ils veulent me parler de quelque chose, j'ai le droit de l'entendre. Maman, ne t'inquiète pas pour ces choses. Nous nous occuperons de toute la paperasse et des affaires juridiques. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que Marcus et Kira m'aient enfin laissé seul, je me suis assise sur le lit que j'avais partagé avec Elia pendant tant d'années. La maison était trop silencieuse, pleine de souvenirs qui semblaient maintenant lointains. C'est alors que mon téléphone portable a sonné. Le numéro était inconnu.
Madame Léna Odom, a dit une voix d'homme à l'autre bout du fil. Je suis Théodore Vance, le patron de votre mari chez Sterling & Grant Financial. Monsieur Vance, ai-je répondu, me souvenant du nom. Elia avait mentionné son patron plusieurs fois, toujours avec respect. Madame, je suis vraiment désolé pour votre perte. Elia était un homme extraordinaire et tout le monde au bureau l'appréciait énormément. Merci, ai-je murmuré. Il y eut une pause, puis sa voix devint plus sérieuse. Madame Odom, j'ai besoin de vous voir de toute urgence. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur les derniers mois de la vie de votre mari. Quelque chose d'important. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quel genre de chose? Je ne peux pas en parler au téléphone. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin? Et madame, il est crucial que vous ne disiez rien de cette conversation à votre fils ou à votre belle-fille. Elia a été très précis à ce sujet. L'air m'a manqué. Pourquoi? Que se passe-t-il? S'il vous plaît, Madame Odom, venez demain à 10 heures du matin. Votre mari m'a demandé que s'il lui arrivait quelque chose, je m'assure de parler avec vous, mais seulement avec vous. La ligne a coupé et je suis restée assise dans le noir, le téléphone à la main, tremblante. Elia avait anticipé sa mort. Il avait laissé des instructions précisées, pour une raison quelconque, ces instructions incluaient de tenir Marcus et Kira à l'écart. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai eu l'impression que mon mari me parlait de quelque part, loin, me disant de faire attention, que ce n'était pas le moment d'être fragile. Quelque chose n'allait pas du tout, et j'étais la seule à pouvoir le découvrir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Pour la première fois depuis la mort d'Elia, j'avais un but précis. Je me suis habillé avec soin, choisissant le tailleur bleu marine qu'Elia disait toujours me donner l'air élégant et fort. Marcus a appelé tôt, comme il le faisait depuis l'enterrement. Comment as-tu dormi, maman? Kara et moi pensions que tu devrais peut-être rester avec nous quelques jours. Je vais bien, mon fils, ai-je répondu, essayant d'avoir l'air normal. En fait, je dois sortir ce matin. Il y eut une pause. Sortir où? Mon esprit a travaillé rapidement. À la pharmacie. Je n'ai plus de pilules pour ma tension artérielle. Je peux t'apporter les pilules. Tu n'as pas besoin de sortir, Marcus. Je peux conduire jusqu'à la pharmacie. Je ne suis pas une invalide. Son soupir était audible à travers le téléphone. D'accord, mais sois prudente. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-nous immédiatement. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, les mains serrées sur le volant. L'immeuble de Sterling & Grant Financial était une tour de verre de 20 étages qui m'avait toujours un peu intimidé. Elia travaillait au 15e étage, dans le service d'audit interne. La réceptionniste m'a guidé jusqu'à l'étage de la direction où je n'étais jamais allé. Le bureau de Théodore Vance était impressionnant. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur toute la ville, des meubles en acajou et un sentiment de puissance qui imprégnait l'air. Théodore Vance était un homme d'environ 55 ans, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un costume qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Il s'est levé quand je suis entré et j'ai vu une véritable préoccupation dans ses yeux. Madame Odom, merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. Je me suis installé dans l'un des fauteuils en cuir devant son bureau, me sentant comme en territoire inconnu. Tout d'abord. A commencé Théo, je veux que vous sachiez que votre mari était l'un de nos employés les plus précieux. En 30 ans, nous n'avons jamais eu une seule plainte concernant son travail. Merci, ai-je murmuré, bien que quelque chose dans son ton me dise que ce n'était qu'un préambule. Théo s'est levé et s'est dirigé vers un classeur derrière son bureau. Il a sorti un dossier épais et l'a posé devant moi. Madame Odom. Au cours des 6 derniers mois de sa vie, Elia est venu me voir plusieurs fois avec des préoccupations très précises. Il a ouvert le dossier, révélant des pages et des pages de documents, des notes manuscrites de l'écriture familière d'Elia et ce qui ressemblait à des photographies d'autres documents. Des préoccupations à propos de quoi? Théo m'a regardé droit dans les yeux. À propos de sa famille. J'ai eu l'impression que le sol bougeait sous mes pieds. Ma famille. Elia pensait que son fils et sa belle-fille essayaient de le manipuler pour qu'il apporte des changements importants à son testament et à ses comptes bancaires. Les mots n'ont pas eu de sens immédiat. C'est impossible. Marcus ne ferait jamais. Madame Odom, interrompit-il doucement.
Saviez-vous qu'au cours des 8 derniers mois, Elia a reçu plusieurs visites de votre fils et de votre belle-fille, souvent lorsque vous n'étiez pas à la maison? Ils lui ont suggéré à plusieurs reprises qu'il serait préférable pour vous qu'il organise les choses de manière à ce que, s'il lui arrivait quelque chose, Marcus ait un pouvoir juridique immédiat sur toutes les décisions financières et médicales vous concernant. J'ai secoué la tête. Mais quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Ça ne peut pas être vrai, ai-je chuchoté. Théo a ouvert l'une des pages et l'a tournée vers moi. C'était une photocopie d'un document juridique partiellement rempli. J'ai reconnu la signature d'Elia en bas, mais elle était barrée. Elia m'a apporté ça il y a 3 mois. Il a dit que Marcus l'avait pressé de le signer, lui disant que c'était pour le bien de la famille et que cela vous protégerait de devoir prendre des décisions difficiles s'il n'était plus là. J'ai lu les premières lignes du document. C'était un transfert de procuration qui aurait donné à Marcus un contrôle total sur toutes nos finances et les décisions médicales me concernant si Elia mourait ou devenait incapable. Mais il ne l'a pas signé, ai-je observé. Non. Et c'est ce qui a commencé à inquiéter Elia. Comme il me l'a dit, quand il a refusé de signer, Marcus est devenu très contrarié. Il lui a dit qu'il était égoïste, qu'il ne pensait pas à ce qui serait le mieux pour vous. Mon esprit a commencé à faire des liens que je ne voulais pas faire. Je me suis souvenu des visites de Marcus et Kira au cours de la dernière année, comment ils semblaient toujours chuchoter quelque chose quand j'entrais dans la pièce. Il y a plus, a poursuivi Théo, se tournant vers une autre page. Elia m'a également dit que Kira avait commencé à suggérer que vous montriez des signes de confusion, de perte de mémoire. Quoi? Apparemment, elle avait commencé à commenter à Elia et Marcus que vous répétiez des histoires, que vous oubliez des conversations, que vous aviez peut-être besoin d'une surveillance médicale plus étroite. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Ma mémoire est parfaitement bonne. Elia le savait. C'est pourquoi il a commencé à tout documenter, chaque conversation, chaque suggestion, chaque pression qu'il ressentait de leur part. Théo a feuilleté plusieurs autres pages, me montrant des notes détaillées de la main d'Elia, des dates, des heures, des conversations transcrites. Mon mari avait tenu un registre méticuleux de ce qui semblait maintenant être une campagne soutenue pour saper ma confiance et prendre le contrôle de nos vies. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit, ai-je demandé, sentant des larmes que je ne savais pas que j'avais. Il m'a dit qu'il ne voulait pas vous inquiéter jusqu'à ce qu'il soit sûr de ce qui se passait. Il espérait se tromper. Juste à ce moment-là, un coup fort a retenti à la porte du bureau. Théo et moi nous sommes retournés et mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu qui entrait. Marcus et Kira se tenaient dans l'embrasure de la porte. Leurs expressions un mélange de surprise et de quelque chose de plus sombre. « Maman ?» a dit Marcus, et sa voix avait un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Kira s'est avancée avec ce sourire condescendant que je reconnaissais maintenant comme un masque. « Léna, nous étions si inquiets quand nous ne t'avons pas trouvé à la maison. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu venais ici ?» Théo s'est levé lentement, et je pouvais voir la tension dans chaque ligne de son corps. M. Odom, Madame Odom, c'est une conversation privée entre votre mère et moi. J'apprécierais que vous respectiez cela. Kira a laissé échapper un rire forcé. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Vance. Léna est très fragile depuis la mort d'Elia. Nous ne pensons pas qu'il soit approprié qu'elle prenne des décisions importantes sans la surveillance de la famille. La surveillance de la famille ? Ai-je répété, sentant l'indignation monter dans ma poitrine. J'ai 68 ans. Je ne suis pas une enfant. Marcus a échangé un regard avec Kira qui ne m'a pas échappé. C'était le même regard qu'ils avaient partagé à l'enterrement, lourd d'une signification que je ne comprenais pas. Bien sûr, tu n'es pas une enfant, maman, a dit Marcus. Mais son ton était le même que celui qu'il utiliserait avec un enfant difficile. C'est juste que nous voulons te protéger des gens qui pourraient profiter de ton chagrin. J'ai regardé Théo, qui était resté silencieux, observant l'échange avec une expression sérieuse. Puis j'ai regardé le dossier fermé sur le bureau, sachant qu'il contenait des informations qui changeraient tout. Théo, ai-je dit, en utilisant délibérément son nom. Pourriez-vous me donner quelques minutes pour parler à mon fils et à ma belle-fille ? Il a hoché la tête. Bien sûr. Je serai juste dehors. Une fois qu'il est parti, l'air dans la pièce a complètement changé. Marcus s'est visiblement détendu, comme s'il avait gagné quelque chose d'important. Maman, je ne sais pas ce que cet homme t'a raconté,
mais tu dois comprendre que les gens peuvent être très manipulateurs quand il y a de l'argent en jeu. De l'argent, ai-je demandé. Kira s'est assise sur la chaise à côté de moi. Lena, chérie, nous savons qu'Elia avait une police d'assurance vie considérable, et avec la maison et ses économies, il y a des gens sans scrupules qui profitent des veuves. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Comment savez-vous pour l'assurance vie d'Elia? Marcus et Kira ont échangé un autre de ces regards chargés. Eh bien, a dit Marcus, l'air mal à l'aise pour la première fois. Papa en a parlé il y a quelques mois, quand nous parlions de s'assurer que tu serais prise en charge si quelque chose lui arrivait. C'est drôle, ai-je dit lentement, parce qu'Elia ne m'a jamais parlé de ces conversations. Le silence s'est étiré entre nous. C'est alors que j'ai entendu un son qui a complètement arrêté mon monde. Une toux. Une toux que je reconnaîtrais n'importe où dans le monde. Nous nous sommes tous les trois tournés vers la porte de la salle de bain privée reliée au bureau de Théo. La porte s'est lentement ouverte et une silhouette a émergé qui a fait s'arrêter mon cœur puis se mettre à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Elia, mon mari, l'homme que j'avais enterré il y a 4 jours, était là, vivant, respirant, me regardant avec un mélange d'amour et d'excuses dans les yeux. « Bonjour, Lena » a-t-il dit doucement. Je crois que j'ai crié. Je ne suis pas sûr. Ce dont je me souviens, c'est que le monde a commencé à tourner autour de moi, et si Elia ne s'était pas précipité vers moi, je serais tombé de la chaise. Quoi? Comment? Ai-je balbutié, touchant son visage de mes mains tremblantes pour m'assurer que c'était réel. Derrière nous, j'ai entendu Kira laisser échapper un hoquet, et Marcus murmurer un mot que je préfère ne pas répéter. Elia m'a tenu avec précaution, ses mains familières me stabilisant comme elle l'avait fait pendant 45 ans. Je suis désolé, mon amour. Je suis tellement désolé de t'avoir fait subir ça. Mais c'était le seul moyen. Le seul moyen de quoi, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi commençait déjà à comprendre. Elia a levé les yeux vers Marcus et Kira, et son expression s'est durcie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Le seul moyen de te protéger d'eux. Marcus a retrouvé sa voix le premier. C'est impossible. Tu es mort. Nous t'avons vu. Il y a eu un enterrement. Il y a un certificat de décès. Elia s'est redressé mais a gardé un bras protecteur autour de moi. Il y a eu un certificat de décès falsifié avec l'aide d'un médecin très discret et d'un directeur de pompe funèbre qui devait quelques faveurs. Théo m'a aidé à tout mettre en place. Mais pourquoi, ai-je chuchoté. Elia m'a regardé tendrement avant de s'adresser de nouveau à Marcus et Kira. Parce que j'ai découvert ce que vous prépariez. Kira est devenue pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, a dit Elia en se dirigeant vers le bureau et en ouvrant le dossier que Théo avait fermé. Alors tu ne reconnais pas ça? Il a sorti une série de documents et les a posés sur le bureau. Même de là où j'étais assise, je pouvais voir qu'il s'agissait de copies de mails, de SMS et de ce qui semblait être des enregistrements transcrits. Maman commence à montrer des signes de démence. Je pense que tu devrais envisager la possibilité qu'elle ait besoin de soins à plein temps bientôt. Si papa signe les documents que je lui ai préparés, nous pourrons nous assurer qu'elle aura les meilleurs soins possibles le moment venu. Elia a lu à haute voix le document. Mon fils était devenu complètement blanc. Elia a continué à lire. Kira était d'accord, et le plus tôt sera le mieux. La maison seule vaut près de 500 000 €, et c'est sans compter ses économies de retraite. Je me suis assise lourdement, ayant l'impression d'avoir reçu un coup physique. Ils avaient prévu de me déclarer incompétente. Ils avaient calculé la valeur de notre maison, de nos économies. C'est sorti de son contexte, a dit Marcus désespérément. Nous nous inquiétions pour maman. Nous voulions juste nous assurer. Vous assurer de quoi, a interrompu Elia. Que vous pourriez contrôler sa vie. Que vous pourriez la déclarer incompétente et la mettre dans un établissement pendant que vous vendiez la maison et dépensiez nos économies. Kira s'est levée brusquement. C'est ridicule, Elia. Simuler sa propre mort est un crime. Il y a de faux certificats, des documents frauduleux. Tu as raison, a dit Elia calmement. Je suis prêt à faire face aux conséquences. Mais d'abord, je voulais que Lena sache la vérité sur ce que vous prépariez tous les deux. Il s'est approché de moi et m'a pris les mains. Mon amour, depuis 8 mois, ils me rendent visite régulièrement quand tu n'es pas là. Au début, je pensais que c'était parce qu'ils s'inquiétaient pour nous.
mais j'ai progressivement réalisé que chaque conversation était conçue pour me convaincre que tu perdais tes capacités mentales, que tu avais besoin de surveillance, que ce serait égoïste de ma part de ne pas prendre de dispositions légales pour te protéger. J'ai regardé Marcus, mon fils, le bébé que j'avais porté dans mes bras, que j'avais réconforté pendant les cauchemars, que j'avais aimé inconditionnellement pendant 35 ans. C'est vrai? Lui ai-je demandé. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui aurait pu être de la honte, mais ensuite cela s'est durci. Maman, tu ne comprends pas les pressions financières auxquelles nous sommes confrontés. Kira et moi avons des dettes, des obligations. Donc, c'était vrai, ai-je murmuré. Elia a serré mes mains. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'ai engagé un détective privé. Nous avons découvert que Marcus a des dettes de jeu de plus de 150 000 € et que Kira a utilisé des cartes de crédit à ton nom sans que tu le saches. Le monde a de nouveau vacillé autour de moi. Des cartes de crédit à mon nom. 3 cartes différentes? A dit doucement Elia avec une dette totale de plus de 10 000 €. Kira a finalement explosé. Ça suffit, Elia. Je ne sais pas à quel jeu malsain tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Lena, allons-y. Clairement, ton mari a perdu la tête. Mais je n'ai pas bougé. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, tout avait un sens. Les visites constantes, le souci exagéré de mon bien-être, les suggestions sur ma mémoire, la précipitation pour me faire prendre des décisions sur mon avenir immédiatement après l'enterrement. Il ne prenait pas soin de moi. Il me préparait à être sacrifié. Je ne vais nulle part, ai-je finalement dit. Ma voix était plus forte qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Mais je pense que vous devriez partir tous les deux. L'expression sur le visage de Marcus a changé pour quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'était plus mon fils inquiet. C'était un étranger qui venait de perdre quelque chose qu'il considérait comme acquis. Elia m'a aidé à m'asseoir sur le canapé du bureau pendant que Théo revenait avec une bouteille d'eau et une expression grave. Marcus et Kira sont restés près de la porte comme des animaux acculés, décidant s'il fallait fuir ou attaquer. Lena, a dit doucement Elia en s'agenouillant devant moi. Il y a autre chose que tu dois savoir. Mon esprit luttait encore pour comprendre que mon mari était en vie, qu'il avait simulé sa mort, que mon fils et ma belle-fille avaient prévu de tout me voler depuis des mois. Mais quelque chose dans l'expression d'Elia me disait que le pire était à venir. Plus, ai-je murmuré. Théo a ouvert une autre section du dossier et a sorti ce qui ressemblait à une série de photographies. Il les a posées sur la table basse devant nous. Ces photos ont été prises par le détective privé au cours des 6 dernières semaines, a expliqué Elia. J'ai pris les photographies avec des mains tremblantes. La première montrait Marcus entrant dans ce qui ressemblait à un casino. La deuxième le montrait à une table de poker, pariant des jetons représentant des sommes d'argent que je ne pouvais pas imaginer. La troisième montrait Kira dans une bijouterie de luxe, essayant un collier qui coûtait plus que notre mensualité de prêt immobilier. Marcus, a dit Elia, sa voix froide comme la glace. Veux-tu expliquer à ta mère comment tu as pu parier 25 000 € en une seule nuit alors que tu m'as dit que tu avais besoin d'aide pour payer l'hypothèque? Mon fils n'a pas répondu, mais je pouvais voir ses mâchoires se serrer. Elia a poursuivi, ou peut-être que Kira peut expliquer comment elle a pu acheter un collier à 4 000 € la semaine dernière alors que vous êtes censé avoir du mal à joindre les deux bouts. Kira a finalement parlé, sa voix maintenant dépouillée de toute la fausse douceur qu'elle avait utilisée avec moi. Elia, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce collier était une imitation. Une imitation de Tiffany & Amos? A demandé Théo en sortant un reçu du dossier. Parce que nous avons le reçu ici, payé avec une carte de crédit au nom de Lena Odom. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. Tu as utilisé mon nom pour acheter des bijoux. Lena, a dit Kira, et pour la première fois, son masque s'est complètement fissuré. Tu ne comprends pas, Marcus et moi sommes sous une pression énorme. Ces dettes, nos dépenses. Nous avions juste besoin d'une petite aide temporaire. Temporaire? Ai-je répété. Depuis combien de temps me volez-vous? Elia a sorti un autre document. Selon notre enquêteur, la transaction frauduleuse a commencé il y a 1 an et demi. Vous avez utilisé ces informations pour ouvrir 3 cartes de crédit. Vous avez effectué des retraits non autorisés de son compte d'épargne totalisant plus de 1 000 € et vous avez intercepté sa correspondance bancaire pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Intercepté ma correspondance?
te souviens-tu quand Kira a proposé de t'aider avec le courrier il y a quelques mois, a demandé Elia. Quand elle a dit que ce serait plus facile si elle s'occupait de l'organisation de tous tes comptes et documents importants. Le souvenir m'a frappé comme un éclair. Kira avait été si douce, si serviable. Lena, chérie, je sais que ces choses financières peuvent être déroutantes. Pourquoi ne me laisses-tu pas m'occuper de tout organiser pour toi? Elia a tellement de travail, et tu as déjà assez de soucis. Mais ce n'est pas le pire, a poursuivi Elia, son expression devenant encore plus sombre. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça, ai-je demandé. Elia a regardé Marcus droit dans les yeux. Parle à ta mère du plan pour la résidence assistée. Marcus est devenu complètement pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, a dit Théo en sortant un petit enregistreur vocal de son bureau. Parce que nous avons ça. Il a appuyé sur le bouton de lecture, et la voix de Marcus a rempli le bureau. C'était une conversation téléphonique, probablement enregistrée à son insu. Kira, nous devons accélérer le calendrier. Papa commence à poser des questions, et maman n'agit pas aussi confusément que nous l'espérions. La voix de Kira a répondu depuis l'enregistreur. J'ai déjà parlé au directeur de Magnolia Place. As-tu dit que tu avais les documents médicaux dont nous avons besoin? Les faux documents sont prêts. Une fois que maman sera institutionnalisée, nous pourrons vendre la maison immédiatement. Le marché est bon en ce moment. J'ai eu l'impression de tomber d'une falaise. De faux documents médicaux. L'enregistrement a continué. Et si Elia s'y oppose, a demandé Kira. Elia ne sera plus un problème pour très longtemps, a répondu Marcus, et quelque chose dans son ton m'a glacé le sang. Elia a mis l'enregistrement en pause et m'a regardé avec des yeux pleins de douleur. Cette conversation a été enregistrée il y a 3 semaines, Lena, 3 semaines avant ma mort. Le silence dans le bureau était assourdissant. J'ai regardé Marcus, essayant de trouver une explication, un moyen que ce ne soit pas ce que cela semblait être. Elia ne serait plus un problème pour très longtemps, ai-je répété lentement. Qu'est-ce que ça veut dire, Marcus? Mon fils a finalement parlé, mais sa voix était celle d'un étranger. Maman, tu interprètes mal tout. Nous nous inquiétions juste pour papa. Sa tension artérielle était élevée. Il avait été très stressé. Vous dites que vous attendiez simplement que je meure naturellement, a demandé Elia en se levant. Kira s'est avancée, toute prétention abandonnée. Elia, ne sois pas dramatique. Nous étions simplement réalistes quant à l'avenir. Lena aura besoin de soins à un moment donné, et il vaut mieux planifier à l'avance. Planifier à l'avance, ai-je répété, ou accélérer le processus. Théo a sorti un autre document du dossier. Lena, c'est peut-être la chose la plus difficile à entendre. C'était un rapport médical. J'ai lu les premières lignes avec une horreur croissante. Le patient présente des signes clairs de démence précoce, des épisodes de confusion, une perte de mémoire à court terme, une désorientation. Évaluation pour des soins à plein temps recommandés. C'est un mensonge, ai-je dit. Ma voix était à peine un murmure. Je n'ai jamais vu ce médecin. Docteur Silutorn. Je ne reconnais pas ce nom. C'est le médecin de Kira, a dit Elia. Quelqu'un qui était prêt à signer un faux diagnostic en échange de 10 000 euros. J'ai regardé Kira, la femme que j'avais appelée ma fille pendant 5 ans. Tu as payé un médecin pour dire que j'ai la démence. Lena, a dit Kira. Et pour la première fois, j'ai pu voir une véritable panique dans ses yeux. Tu dois comprendre. Nous essayons de te protéger. Me protéger de quoi, ai-je crié, surprise par la force de ma propre voix. De toi-même, a crié Marcus en retour. Maman, tu es vieille. Ton esprit n'est plus ce qu'il était. Kira et moi pouvons voir des choses que tu ne peux pas voir. Elia s'est interposé entre Marcus et moi. Lena n'a aucun problème mental. Le seul problème, c'est que vous avez manipulé psychologiquement une femme de 68 ans pendant plus d'1 an, la faisant douter de sa propre réalité pour que vous puissiez voler son argent et sa maison. Manipuler psychologiquement? Quoi? Ai-je demandé. Gaslighting? A expliqué Théo. C'est une forme de manipulation psychologique où quelqu'un vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Elia s'est assis à côté de moi et m'a pris les mains. Mon amour, te souviens-tu il y a quelques mois,
quand tu ne trouvais pas tes clés de voiture et que Kira a suggéré que tu les avais peut-être perdues parce que ta mémoire n'était plus ce qu'elle était. J'ai hoché la tête. Ça avait été très angoissant. Nous avons trouvé les clés dans le sac à main de Kira, a dit doucement Elia. Elle les avait prises. Et te souviens-tu quand tu ne trouvais pas tes médicaments pour la tension et que Marcus a dit que tu avais probablement oublié où tu les avais mis? Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Oui, ils étaient aussi dans la voiture de Marcus. Un par un, Elia a commencé à expliquer des situations que j'avais interprétées comme des signes de mon déclin mental. Le jour où je n'ai pas trouvé mon sac à main, la fois où j'étais en retard à un rendez-vous parce que j'étais sûr que c'était à une heure différente, les occasions où je ne me souvenais pas de conversations que j'étais sûr d'avoir eues. Tout cela avait été orchestré pendant des mois. Elia a dit, ils vous ont systématiquement fait douter de votre propre esprit, préparant le terrain pour vous déclarer incompétente. J'ai regardé Marcus et Kira, ces deux personnes que j'avais aimées et en qui j'avais confiance. Pourquoi, ai-je chuchoté? Nous sommes une famille? Kira a ri, un son amer que je n'avais jamais entendu de sa part. Une famille, Lena? Toi et Elia avez été un obstacle pour nous depuis le jour de notre mariage, assis dans cette immense maison à accumuler de l'argent que vous n'utilisez jamais pendant que Marcus et moi luttons chaque mois. Vous ne nous avez jamais demandé d'aide. Ai-je dit faiblement. Nous ne voulions pas de votre aide, a dit Marcus. Nous voulions ce qui nous revenait de droit. Ce qui vous revenait de droit? Nous sommes votre famille, a explosé Marcus. Cette maison devrait être à nous. Cet argent devrait être à nous. Vous allez mourir bientôt de toute façon. Le silence qui a suivi ces mots était absolu. À ce moment-là, j'ai su que j'avais perdu mon fils pour toujours. La personne qui se tenait devant moi était un étranger qui avait utilisé mon amour contre moi, comptant les jours jusqu'à ma mort pour pouvoir encaisser. Mais je savais aussi autre chose. Pour la première fois depuis plus d'un an, mon esprit était complètement clair. Je n'étais pas confuse. Je n'avais pas la démence. J'étais la victime d'une conspiration cruelle et systématique menée par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Et maintenant que je savais la vérité, je ne serais plus jamais la même. Les jours suivants ont été une montagne russe émotionnelle que je n'oublierai jamais. Elia est resté dans un hôtel discret pendant que Théo nous aidait à gérer les complications juridiques de sa résurrection. Je suis rentré chez moi, mais pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme une prisonnière dans ma propre vie. Marcus et Kira avaient quitté le bureau de Théo ce jour-là dans un état de choc et de fureur. Je n'avais pas eu de leurs nouvelles pendant 48 heures jusqu'à ce qu'ils apparaissent à ma porte un mercredi matin. Je les ai regardés arriver depuis la fenêtre du salon. Marcus marchait avec cette détermination que je reconnaissais de son enfance, quand il avait fait quelque chose de mal et était déterminé à me convaincre que ce n'était pas sa faute. Kira le suivait, mais quelque chose dans sa posture me disait que la stratégie cette fois serait différente. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. « Bonjour, maman », a dit Marcus, et sa voix avait cette qualité soigneusement contrôlée qu'il utilisait lorsqu'il essayait de gérer une situation difficile. Marcus, Kira. Ma voix semblait plus froide que je ne le voulais, mais je n'ai pas essayé de l'adoucir. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé Kira. « Nous devons parler. » Je les ai laissés entrer, mais je ne les ai pas invités à s'asseoir. Nous sommes restés dans le salon qui avait été le témoin de tant de réunions de famille heureuses et qui ressemblait maintenant à un champ de bataille. « Maman », a commencé Marcus, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé au bureau. Je suis sûr que oui. Kira a fait un pas en avant. Lena, je pense qu'il y a beaucoup de malentendus ici. Oui, Marcus et moi nous sommes inquiétés de ton bien-être, mais tout ce que nous avons fait était avec les meilleures intentions. Les meilleures intentions, ai-je répété, comme utiliser mon nom pour ouvrir des cartes de crédit. Ces cartes étaient pour les urgences, a dit Marcus rapidement. Des dépenses qui pourraient survenir liées à tes soins. Comme un collier à 4000 €. Kira a soupiré. D'accord, j'ai fait une erreur, mais Lena, tu dois comprendre la pression sous laquelle nous étions. Les dettes de Marcus, nos dépenses. Vos dettes ne sont pas ma responsabilité, ai-je dit, surprise de la facilité avec laquelle j'ai pu dire ces mots. Marcus a changé de tactique. Maman, papa te manipule. Ne trouves-tu pas étrange qu'il simule sa propre mort? Quel genre d'homme fait ça? Le genre d'homme qui essaie de protéger sa femme d'un fils qui prévoit de tout lui voler. Nous ne volions pas,
a explosé Marcus. Cette maison, cet argent, ça allait finir par être à nous de toute façon. Nous essayions juste d'accélérer le processus parce que nous avions besoin d'aide. L'honnêteté brutale de cette déclaration m'a laissé sans voix un instant. Marcus, ai-je finalement dit, tu me dis que tu attendais qu'Elia et moi mourions pour avoir notre argent. Ça ne sonne pas comme ça. Kira est intervenue désespérément. Toutes les familles planifient pour l'avenir. Les familles ne prévoient pas de déclarer leurs parents incompétents avec de faux diagnostics médicaux. Kira est devenue pâle. C'était juste une précaution au cas où tu aurais vraiment besoin de soins à l'avenir. Une précaution que vous avez payée 10 000 €. Marcus s'est passé les mains dans les cheveux. Un signe qu'il perdait patience. Maman, écoute-toi. Tu es devenu paranoïaque. Papa te remplit la tête d'idées folles. Des idées folles, ai-je répété. Comme l'idée que je mérite de vivre dans ma propre maison sans que personne n'essaie de me déclarer folle. Personne n'essaie de te déclarer folle, a crié Marcus. J'ai marché jusqu'au téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé. Qu'est-ce que tu fais, a demandé Kira. J'appelle Elia, ai-je répondu. Je pense qu'il devrait être là pour cette conversation. Maman, non, a dit Marcus, mais il était déjà trop tard. Elia est arrivé 20 minutes plus tard. Il s'attendait à mon appel, sachant probablement que ce moment viendrait. Quand il est entré, la tension dans la pièce s'est immédiatement intensifiée. Marcus, Kira, les a-t-il salués d'une voix neutre. Papa, a dit Marcus. Nous devons résoudre ça en famille. Elia s'est assis à côté de moi sur le canapé, prenant automatiquement ma main. J'écoute. Kira s'est assise dans le fauteuil en face de nous, adoptant sa posture la plus vulnérable. Elia, je sais que ce que nous avons fait a l'air mauvais, mais tu dois comprendre que nous étions désespérés. Expliquer le désespoir, a dit Elia. Marcus a commencé à parler rapidement, les mots se bousculant comme s'il avait répété ce discours. Les dettes se sont accumulées plus vite que nous ne l'avions prévu. Le casino? Je sais que c'était stupide, mais je pensais que je pouvais gagner de l'argent rapidement. Et quand ça n'a pas marché, nous avons paniqué. Alors, vous avez décidé de voler vos parents, a demandé Elia. Ce n'est pas voler, a crié Marcus. Vous avez plus d'argent que vous n'en dépenserez jamais. Cette maison est trop grande pour 2 personnes. Nous ne faisions qu'accélérer l'héritage. Accélérer l'héritage en me déclarant incompétente, ai-je demandé. Kira s'est mise à pleurer. Pas de vraies larmes, mais le genre de pleurs calculés que je l'avais vu utiliser à d'autres occasions quand elle voulait obtenir quelque chose. Lena, nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous voulions juste nous assurer que tu étais prise en charge et que nous pouvions rembourser nos dettes. Vous pensiez que vous pouviez gérer les deux en volant mon argent et en m'enfermant dans une résidence assistée. Je n'ai pas dit que c'était une maison de retraite. A dit Marcus. Magnolia Place est une très belle communauté de retraités. Tu y aurais été à l'aise. Contre ma volonté. Tu te serais adapté à la fin, a murmuré Kira. Le silence qui a suivi était absolu. Je pense que c'est à ce moment-là que même eux ont réalisé à quel point ce qu'ils avaient prévu était monstrueux. Elia s'est lentement levé. Marcus, je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais dire. Mon fils a levé les yeux et pendant un instant, j'ai vu une lueur de l'enfant qu'il avait été. Ta mère et moi avons décidé que tu ne fais plus partie de nos vies, a dit Elia d'une voix ferme mais sans émotion. Nous ne voulons pas te voir. Nous ne voulons pas avoir de tes nouvelles, et nous ne voulons certainement pas que tu aies accès à nos finances ou à nos biens. Marcus a bondi sur ses pieds. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis votre fils. Tu es mon fils biologique, a corrigé Elia. Mais tu as cessé d'être ma famille le jour où tu as décidé que notre mort serait plus pratique pour toi que notre vie. Kira s'est également levée, ses pleurs maintenant complètement abandonnés. C'est ridicule, Elia. Lena, tu ne peux pas nous couper complètement les ponts. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit en me levant aussi. La famille n'essaie pas de voler. La famille n'essaie pas de faire douter leurs proches de leur propre santé mentale. La famille ne compte pas les jours jusqu'à votre mort pour encaisser votre argent. Marcus m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Tu sais quoi, maman? Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est mieux pour tout le monde.
Parce que j'en avais déjà marre de faire semblant de me soucier de toi alors que tout ce que je voulais vraiment, c'était que tu t'écartes du chemin. Ces mots m'ont frappé comme une gifle physique. Mais étrangement, ils m'ont aussi libéré. Tout l'amour, toute la culpabilité, tout l'espoir qu'il puisse y avoir un malentendu se sont évaporés à ce moment-là. Partez, ai-je dit simplement. Prenez vos affaires de ma maison et partez. Volontiers, a dit Marcus. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous allons nous battre. Nous allons prouver que papa a simulé sa mort, que vous n'êtes pas compétent pour prendre des décisions. Elia a souri, mais ce n'était pas un sourire aimable. Allez-y. Et quand vous le ferez, assurez-vous d'expliquer au juge pourquoi vous prévoyez de déclarer votre mère incompétente avec de faux documents médicaux. Je suis sûr qu'il sera très intéressé d'entendre parler de ça. Marcus et Kira se sont regardés, et j'ai pu voir la panique grandir dans leurs yeux alors qu'ils réalisaient qu'ils n'avaient aucune stratégie de sortie. Ça ne s'arrête pas là, a marmonné Marcus. Mais sa voix avait perdu toute conviction. Si, c'est le cas, ai-je dit. Ça s'arrête exactement ici. Je les ai regardés partir, sachant que ce serait probablement la dernière fois que je verrais mon fils. J'aurais dû ressentir de la tristesse, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est un soulagement profond et net. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'étais libre. 6 mois plus tard, je suis assise sur le porche de notre nouvelle maison, regardant Elia planter des roses dans le jardin dont il avait toujours rêvé. Nous avons déménagé dans une petite ville appelée Redwood Springs, à 3 heures de route, où personne ne connaît notre histoire et où nous pouvons simplement être Elia et Lena, un couple de retraités profitant de leurs années dorées. La transition n'a pas été facile. Il y a eu des moments, surtout pendant les premières semaines, où je me réveillais aux petites heures du matin en me demandant si nous avions fait le bon choix. Couper complètement les ponts avec Marcus, c'était comme amputer une partie de mon corps, aussi infectée soit-elle. Mais Elia me rappelait constamment pourquoi nous avions pris cette décision. Mon amour, disait-il quand il me trouvait en train de pleurer la nuit. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui est prêt à te détruire. Théo nous avait aidé à gérer les complications juridiques. La falsification du certificat de décès a entraîné des amendes et des travaux d'intérêt général pour Elia. Mais lorsque les preuves de la conspiration de Marcus et Kira ont été présentées, le juge a été étonnamment compréhensif. J'ai vu de nombreux cas d'abus financiers envers les personnes âgées, nous avait-il dit lors de l'audience, mais rarement un aussi systématique et cruel que celui-ci. Marcus et Kira ont tenté de donner suite à leurs menaces de se battre légalement, mais leur cas s'est rapidement effondré lorsque le procureur a décidé d'enquêter sur les cartes de crédit frauduleuses et les faux documents médicaux. En fin de compte, ce sont eux qui ont fait face à des accusations criminelles, pas nous. La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, Marcus purgeait 18 mois de probation pour fraude financière. Kira avait perdu sa licence d'infirmière. Ils avaient divorcé 6 semaines après que tout soit sorti, chacun accusant l'autre de l'avoir entraîné dans une situation aussi désespérée. Je ne ressens aucune satisfaction de leur chute. Je ressens seulement un étrange sentiment de clôture, comme lorsque vous finissez de lire un livre qui vous a dérangé, et que vous pouvez enfin le mettre de côté. Nous avons vendu la grande maison où nous avions élevé Marcus. Elle était trop pleine de souvenirs compliqués, et franchement, ils avaient raison sur une chose. Elle était trop grande pour 2 personnes. Avec l'argent de la vente, nous avons acheté cette maison plus petite à Redwood Springs avec suffisamment de terrain pour le jardin d'Elia et une vue sur les montagnes qui fait de chaque lever de soleil un cadeau. Nous avons également remboursé toutes les dettes que Marcus et Kira avaient accumulées à notre nom. Non pas parce que nous le leur devions, mais parce que nous voulions commencer cette nouvelle phase de notre vie complètement propre, sans aucun lien financier avec notre passé. Penses-tu que Marcus comprendra un jour ce qu'il a fait ? Ai-je demandé à Elia un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Elia a arrêté de couper les légumes et m'a regardé avec ses yeux sages qui m'ont fait tomber amoureuse de lui il y a 46 ans. Je ne sais pas, mon amour, mais ce n'est plus notre responsabilité de le lui apprendre. C'est la leçon la plus difficile que j'ai apprise ces derniers mois. Pendant 35 ans, je me suis senti responsable du bonheur et du bien-être de Marcus. Même quand il est devenu adulte, même quand il s'est marié, il était toujours mon bébé qui avait besoin de protection et de conseils. Mais certains adultes choisissent des chemins que leurs parents ne peuvent pas suivre. Et parfois, le plus grand amour est de savoir quand les laisser partir. Nous nous sommes fait de nouveaux amis ici. Brenda et George, le couple d'Axe en grave côté, nous ont invités à dîner la semaine dernière. Au cours de la conversation,
Brenda a mentionné qu'ils avaient coupé les ponts avec leur fils il y a 10 ans. C'était un toxicomane, a-t-elle expliqué simplement. Et chaque fois que nous essayions de l'aider, il nous entraînait dans son chaos. À la fin, nous avons dû choisir de sauver notre mariage et notre santé mentale ou de continuer à être victimes de sa destruction. C'était difficile? Ai-je demandé. George a pris la main de Brenda. C'était la décision la plus difficile de notre vie. Mais c'est aussi celle qui nous a sauvés. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment-là à quel point j'avais besoin d'entendre que nous n'étions pas les seuls parents à avoir dû prendre une décision aussi extrême. Ce matin, Elia m'a apporté le café au lit, une routine que nous avons développée dans notre nouvelle vie. Alors que je prenais ma première gorgée, j'ai remarqué qu'il avait laissé une lettre sur la table de chevet. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. « C'est arrivé hier. »« C'est de Marcus. » Mon cœur s'est arrêté un instant. « L'as-tu lu ? » « Elle est pour toi. » J'ai tenu la lettre pendant plusieurs minutes avant de l'ouvrir. L'écriture était la même que celle que j'avais vue sur des milliers de cartes de fête des mères, mais les mots étaient ceux d'un étranger. « Maman, commençait-elle. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je dois te dire quelque chose. Kira et moi avons divorcé. Elle a tout mis sur le compte de mes dettes de jeu, mais je sais que la vérité est plus compliquée que ça. Il a continué à expliquer qu'il était en thérapie pour essayer de comprendre comment il en était arrivé au point de conspirer contre ses propres parents. Le thérapeute dit que j'ai des problèmes de droit, que j'ai toujours eu l'impression que les choses mettaient du sang que j'ai à travailler pour les obtenir. Il est arrivé au point vers la fin. Je ne demande pas le pardon parce que je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends ce que j'ai fait et que je comprends pourquoi tu as dû t'éloigner de moi. Si jamais tu veux me donner une autre chance, je travaillerai pour être la personne que j'aurais dû être depuis le début. Quand j'ai fini de lire, j'ai tendu la lettre à Elia. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il ressemble à quelqu'un qui essaie de changer, ai-je dit honnêtement. Mais je pense aussi que les mots sont faciles. Elia a hoché la tête. Et que veux-tu faire? Rien, ai-je dit, me surprenant par la certitude de ma réponse. Je veux continuer à vivre notre vie. Et si un jour il prouve par des actes réels qu'il a changé, peut-être que nous pourrons reconsidérer la question. Et s'il ne le fait jamais, j'ai regardé par la fenêtre le jardin où les roses qu'Elia avait plantées commençaient à fleurir. Alors nous vivrons une belle vie sans lui. Cet après-midi-là, pendant qu'Elia travaillait dans le jardin, j'ai décidé d'écrire ma propre lettre, non pas à Marcus, mais à moi-même, une sorte de déclaration d'indépendance de la culpabilité que j'avais portée. Chère Léna de 68 ans, ai-je écrit, pardonne-toi d'avoir tant aimé que cela t'a presque tout coûté. Pardonne-toi d'avoir fait tellement confiance que cela t'a presque coûté ta santé mentale. Pardonne-toi d'avoir cru que l'amour familial est toujours inconditionnel. Mais célèbre aussi ta force. Célèbre le fait que lorsque tu as enfin vu la vérité, tu as eu le courage d'agir en conséquence. Célèbre le fait que tu as choisi ta propre vie plutôt que le confort de tous les autres. Cette nuit-là, alors qu'Elia et moi nous préparions à dormir dans notre nouvelle chambre avec vue sur les montagnes, il m'a demandé, regrettes-tu quelque chose? De l'avoir complètement coupé de nos vies. Non. Ai-je répondu sans hésitation, de ne pas avoir vu les signes plus tôt parfois. Et moi qui ai simulé ma mort? J'ai souri. C'était dramatique, mais efficace. Elia a ri. Certainement efficace. Nous sommes restés silencieux un moment, écoutant les bruits de la nuit dans notre nouvelle maison. Tu sais ce qui est le plus étrange, ai-je finalement dit. Quoi? Je me sens plus jeune maintenant que lorsque j'avais 50 ans. Comme si j'avais porté un poids dont je ne savais même pas qu'il était là.